Lorsque la survie n'est pas seulement une compétence, mais un héritage transmis de génération en génération, la perte devient bien plus qu'une blessure privée. Elle devient une fracture qui se propage dans tous les recoins de la vie que vous avez construite. Pour Jane Kilcher, un moment dévastateur a changé le rythme du seul monde qu'elle ait jamais vraiment connu. En un instant, la certitude tranquille de la vie à la ferme a été remplacée par une question à laquelle aucun membre de la famille n'avait jamais été sérieusement confronté auparavant. Le choix qui s'offre à eux est plus lourd que toutes les tempêtes d'hiver qui se sont abattues sur leur terre. S'accrocheront-ils à tout ce qu'ils se sont battus pour protéger, ou accepteront-ils finalement que même les traditions les plus fortes peuvent atteindre un point de rupture? Il y a des moments dans la vie qui divisent tout en deux parties, le temps avant et le temps après. Pour Jane, ce moment est arrivé par un matin gris d'octobre, lorsque le téléphone satellite s'est soudainement mis à crépiter dans la petite cuisine de la ferme. La voix à l'autre bout du fil était posée professionnelle, presque détachée. Elle avait le ton calme d'une personne entraînée à délivrer des informations difficiles sans émotion. Mais les mots eux-mêmes ont frappé Jane avec la force d'une avalanche dévalant le flanc d'une montagne. La perte était survenue sans avertissement. C'est le genre de tragédie que les personnes qui vivent dans des endroits isolés gardent à l'esprit. Lorsque vous choisissez de vivre dans l'un des environnements les plus rudes de la planète, vous comprenez que le danger est toujours proche. Les accidents se produisent. Les tempêtes arrivent sans pitié. La nature ne promet jamais la sécurité. Mais comprendre ce risque, en théorie, est très différent d'entendre les mots prononcés à haute voix. Pas encore, pensait Jane. Pas comme ça. Pendant un long moment, elle est restée là figée à côté du comptoir en bois que sa famille avait construit de ses propres mains. Ce comptoir avait été poncé par des années de travail et d'utilisation. Ses mêmes mains avaient porté des seaux d'eau dans la neige jusqu'aux genoux, fendu des cordes de bois de chauffage sous des vents mordants, vidé des saumons pendant d'interminables journées de pêche en été, et mis au monde des veaux nouveau-nés dans l'obscurité des hivers de l'Alaska. Ses mains avaient toujours été stables. Maintenant, elle tremblait, alors que les fondations de tout ce qu'elle connaissait commençaient à se dérober sous elle. Elle ne pleura pas. Il n'y avait pas de temps pour cela. Sur la frontière, le chagrin doit souvent attendre son tour derrière la survie. Lorsque vous vivez aussi loin des hôpitaux, des épiceries et des routes pavées, le travail ne s'arrête jamais simplement parce que votre cœur se brise. Mais le silence qui a suivi l'appel était écrasant. Il s'étendait dans la cuisine à l'extérieur de la porte à travers les champs et les forêts qui entouraient de la ferme. Les montagnes elles-mêmes semblaient l'absorber. Même le ciel au-dessus de la terre semblait plus lourd d'une certaine façon. Ce matin-là, Hatsley Kilcher est sur le terrain de trappage vérifiant les collets et cherchant le type de viande d'hiver qui aide une famille à traverser les mois les plus froids. Eivin Kilcher et Yves Kilcher sont de l'autre côté de la baie, gérant leur propre partie de la ferme et s'occupant des tâches interminables qui viennent avec la préparation d'un autre hiver en Alaska. Quelque part, au fond des bois, Otto Kilcher était probablement en train de faire fonctionner sa tronçonneuse, s'obstinant à passer une nouvelle journée de travail malgré les années qui commençaient à se faire sentir sur son corps. Pour la première fois depuis qu'elle a rejoint la famille à Kilcher, Jane se sent complètement seule face au poids de quelque chose qui pourrait tout changer. La tasse de café qu'elle s'était servie plus tôt dans la matinée est restée intacte à côté d'elle, sa chaleur s'étant éteinte depuis longtemps. Son esprit s'emballa, essayant de comprendre ce que cela signifiait. La logistique, les responsabilités, les conversations difficiles auxquelles elle devrait bientôt faire face. Mais sous ces pensées pratiques se cachait quelque chose de plus profond et de plus douloureux, la prise de conscience que l'avenir du mode de vie de la famille était peut-être désormais incertain. Comment expliquer à des personnes qui ont bâti toute leur existence sur l'indépendance et l'autonomie que le sol commence à s'effondrer? Comment dire à une famille qui a survécu à des hivers rigoureux, à des mauvaises récoltes, à des pannes d'équipement, à des animaux sauvages et à l'isolement que la plus grande menace à laquelle elle est confrontée cette fois-ci ne vient peut-être pas du tout de la nature. Jane regarde lentement autour d'elle dans la cuisine. Des bottes d'herbes séchées pendent des chevrons soigneusement attachés ensemble après la dernière récolte. Les étagères sont garnies de bocaux de légumes de baie et de saumon conservés, des mois de travail scellés dans du verre pour le long hiver à venir. Des outils sont appuyés dans les coins, là où les générations les ont placés après de longues journées passées dans les champs et les forêts. Chaque objet était porteur d'un souvenir, chaque centimètre carré de la pièce racontait une partie de l'histoire de la famille. Et maintenant, soudain, tout cela semblait fragile. La famille Kilcher est plus qu'un nom familier en Alaska.
Il s'agit d'un héritage gravé directement dans la nature sauvage au fil de décennies d'efforts acharnés. Depuis près de 80 ans, ils vivent sur plus de 600 acres de terres accidentées près de Homer en Alaska, un endroit où les températures hivernales plongent bien en dessous de zéro et où le bref été alaskien se transforme en une course effrénée pour se préparer à la prochaine congélation. L'histoire commence avec Yul Kilcher, qui a quitté la Suisse dans les années 1930 pour poursuivre une idée que beaucoup considéraient à l'époque comme irréaliste. Il voulait une vie en dehors des contraintes de la société moderne, un endroit où le travail acharné et le lien avec la terre comptaient plus que l'argent ou la commodité. Avec un peu plus que de la détermination et un optimisme obstiné, il a construit la première cabane de ses propres mains. Elle était petite, rude et isolée, mais elle est devenue le centre d'une famille qui s'est agrandie. 8 enfants y ont été élevés, apprenant dès leur plus jeune âge que la survie dépendait du respect de la terre et des efforts nécessaires pour y vivre. La philosophie qu'il a transmise est simple mais puissante: respecter la nature. Travaillez plus dur que vous ne le pensez, dépendre de vous-même avant de dépendre de quelqu'un d'autre, et ne jamais laisser le monde extérieur décider de la façon dont vous devez vivre votre vie. Jane n'est pas née dans cet héritage, elle l'a épousé. Contrairement à Hatsley, elle n'a pas grandi sur la ferme. Elle n'a pas passé son enfance à transporter de l'eau ou à couper du bois dans des vents glacés. Lorsqu'elle est arrivée, la vie qui l'attendait là-bas exigeait plus que ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. Mais Jane a appris, elle s'est adaptée. Au fil du temps, elle est devenue membre de la famille, non pas en raison d'un lien de parenté, mais en raison de sa détermination et de son amour pour un homme qui n'aurait jamais pu imaginer vivre ailleurs. Ensemble, Hatsley et elle ont construit une vie que peu de gens de l'extérieur pouvaient vraiment comprendre. Ils chassaient de la viande dans les forêts épaisses, pêchaient le saumon dans les eaux glacées de la baie de Kashmak, cueillaient des baies et des plantes comestibles pendant la brève saison estivale et conservaient suffisamment de nourriture pour survivre pendant les mois d'obscurité de l'hiver. Chaque année, de nouveaux défis se présentent dans des ours qui s'approchent trop près du bétail, des tempêtes violentes qui menacent les bâtiments et des blessures qui peuvent te mettre la vie en danger, simplement parce que l'aide médicale se trouve à plusieurs heures de route. C'était une vie définie par des efforts incessants, des journées de travail de 18 heures en été, une endurance glaciale en hiver. Mais c'était aussi une vie honnête, tout ce qu'ils possédaient provenait de leur propre travail. Pourtant, ce matin-là, assise à la table de la cuisine, l'écho de l'appel téléphonique par satellite résonnant encore dans son esprit, Jane comprend quelque chose d'effrayant. L'honnêteté est sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. La perte à laquelle ils étaient confrontés n'était pas seulement émotionnelle, elle était aussi structurelle et financière. Elle menaçait l'équilibre délicat qui avait permis à la ferme de fonctionner pendant tant d'années. Chaque membre de la famille avait un rôle spécifique. Hatsley s'occupait de la chasse et des réparations dangereuses dans les collines accidentées qui surplombent la propriété. Evan supervisait l'élevage et la pêche, veillant à ce que la famille ait de la nourriture et des ressources à échanger. Otto faisait fonctionner des machines vieillissantes longtemps après que la plupart des gens les eussent mises au rebut, son instinct mécanique étant toujours aussi aiguisé. Jeanne elle-même est devenue quelque chose d'unique au sein de la famille. Elle est le pont entre les anciennes coutumes et le monde moderne qui observe de plus en plus leur vie de loin. Pendant plus d'une décennie, des caméras ont documenté leur voyage dans la série télévisée Alaska: The Last Frontier. Des millions de téléspectateurs ont suivi les luttes et les triomphes de la famille Kilcher depuis leur salon bien au chaud, tout en s'émerveillant d'un mode de vie qui semblait presque impossible dans le monde moderne. Mais ces téléspectateurs n'ont vu qu'une partie de la réalité. Ce que Jane comprenait maintenant, assise tranquillement dans la cuisine avec le poids de cet appel pesant sur sa poitrine, c'est que le système qui tenait la ferme ensemble venait de perdre l'une de ses pièces les plus importantes et qu'aucune détermination, compétence ou tradition ne pourrait facilement la remplacer. Mais ce que ces téléspectateurs n'ont pas vu, ce sont les pressions croissantes qui s'exerçaient en coulisses, les impôts fonciers sur un terrain d'un demi-hectare qui augmentaient chaque année à mesure que Homer se développait et que la valeur des propriétés montait en flèche, le coût du carburant et de l'équipement qui ne pouvaient être échangés ou chassés, les frais médicaux liés à l'âge et aux blessures dans un endroit situé à des heures de l'hôpital le plus proche. L'émission les avait aidés, elle leur avait procuré des revenus qui leur avaient permis de maintenir la ferme viable, d'investir dans l'amélioration des infrastructures, de résister aux tempêtes financières qui menaçaient d'emporter les plus petites fermes dans tout l'Alaska.
mais elle avait aussi créé des attentes, des obligations et une étrange forme de pression pour qu'ils jouent leur propre vie devant un public qui pouvait changer de chaîne quand il le voulait. Et maintenant, avec cette perte, Jane se demandait si tout cela suffirait. Si toute leur préparation, tout leur sacrifice, toute leur détermination obstinée à maintenir ce mode de vie contre la marée implacable de la modernité, contraint lorsque les factures arriveraient à échéance. Elle entendit la porte s'ouvrir en grinçant. Atseli piétina ses bottes sur le porche, secouant la boue et le gel qui s'accrochait à ses semelles. Il entra avec ce sourire familier et usé, celui qui avait attiré son attention pour la première fois il y a des années, celui qui promettait l'aventure et la difficulté dans la même mesure, celui qui disait qu'aucun défi n'était trop grand si on le relevait avec courage. « Le café est encore chaud », demanda-t-il en retirant ses gants et en frottant ses mains l'une contre l'autre pour les réchauffer. Jeanne le regarda, lui, son mari, son partenaire dans cette vie impossible, le père de ses enfants. L'homme qui lui avait montré ce que signifiait vivre authentiquement dans un monde de compromis et de commodité. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge comme de la glace dans une conduite d'eau. Son sourire s'effaça immédiatement. Il la connaissait trop bien. Il avait lu ses humeurs et ses émotions pendant trop d'années pour ne pas reconnaître que quelque chose n'allait pas fondamentalement. Qu'est-ce qui ne va pas ? Sa voix était calme, contrôlée, mais elle pouvait entendre la pointe d'inquiétude qui se cachait derrière. Et à ce moment-là, elle savait qu'il n'y avait aucun moyen de l'adoucir, aucun moyen de le préparer à ce qui allait suivre. En Alaska, on apprend à arracher le pansement rapidement, à regarder la douleur en face, car la retarder ne fait que l'aggraver. Le poids des secrets et les fissures dans les fondations. Jane gardait un de ses secrets depuis des mois, le portant comme des pierres dans ses poches, sentant le poids augmenter chaque jour. Cela a commencé par les factures médicales. Après la chute presque fatale d'Atsley du haut d'une falaise des années auparavant, la convalescence a été longue, douloureuse et coûteuse. L'assurance a couvert une partie des frais, mais pas suffisamment. Il y avait des spécialistes à consulter à Anchorage, des séances de kinésithérapie, des médicaments, des opérations de suivi pour traiter les complications. Les factures s'étaient accumulées comme la neige dans un blizzard, silencieusement d'abord, puis de plus en plus rapidement. La famille s'était toujours débrouillée. Ils se sont serré la ceinture, ont travaillé plus dur, ont trouvé des moyens de se débrouiller avec moins. Ils ont troqué des services, échangé de la main-d'œuvre contre des soins médicaux, tiré parti de leur notoriété à la télévision pour obtenir de meilleurs tarifs et des plans de paiement. Mais les marges s'amenuisaient, le tampon entre la stabilité et la crise se réduisait à chaque saison qui passait. Puis vint le conflit de propriété. Un propriétaire voisin qui avait quitté la Californie pour s'installer en Alaska avec l'argent de ses investissements dans la technologie et le rêve de construire un éco-resort de luxe, contestait les limites de la propriété des Kilcher depuis près de 2 ans. Le conflit portait sur une bande de terre qui comprenait un accès crucial à l'eau et certains des meilleurs territoires de pêche du Homestead. Le nouveau venu prétendait que le relevé original des 1940 était inexact, que les Kilcher empiétaient sur sa propriété depuis des décennies. C'était une bataille juridique qui nécessitait des avocats, des géomètres, des recherches historiques, des frais de justice, des dépenses qui montaient plus vite que les saumons dans un ruisseau de frais. Jane s'était occupée de la plus grande partie en silence, ne voulant pas accabler Atsley ou les autres d'un stress supplémentaire, alors qu'ils étaient déjà tellement sollicités par les exigences quotidiennes de la survie. Mais la perte qu'elle venait d'apprendre avait tout changé. Le coussin financier sur lequel il comptait le plan de secours qui lui avait permis d'éviter les batailles juridiques, tout en maintenant l'illusion que tout était sous contrôle, avait disparu, s'était évaporé comme la brume matinale sous le soleil d'été. Elle s'est assise en face d'Atsley, à la table de la cuisine, et lui a tout raconté. Pas seulement à propos de l'appel téléphonique, mais à propos des dettes croissantes, des frais juridiques, des nuits blanches qu'elle avait passées à faire des calculs dans sa tête et à en manquer à chaque fois. Elle a vu son visage passer de la confusion au choc à quelque chose de plus dur, une sorte de colère tranquille qui vient du fait de se sentir prise au dépourvu par quelqu'un en qui il a confiance, de découvrir que le partenariat qu'il pensait construit sur une honnêteté totale avait des fissures qu'il n'avait jamais soupçonnées. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Sa voix était basse, contrôlée. Mais elle pouvait entendre la blessure sous-jacente, le sentiment de trahison qui était plus profond que la colère ne pourrait jamais l'être. « Parce que tu avais assez de soucis, » dit-elle, sa propre voix, dépassant à peine un murmure. « Parce que je pensais que je pouvais m'en occuper.
Parce qu'à chaque fois que j'essayais d'en parler, je voyais à quel point tu travaillais dur, à quel point tu portais déjà un lourd fardeau, et je ne pouvais pas en rajouter, parce que je ne voulais pas admettre que nous étions peut-être en train de perdre ce combat. Il se leva brusquement la chaise, raclant contre le sol en bois usé. Il se dirigea vers la fenêtre, regarda la terre pour laquelle sa famille s'était battue depuis des générations, les montagnes qui avaient été témoins de tous les triomphes et de toutes les tragédies de l'histoire des Kilcher. Ses épaules étaient crispées. Nous ne perdons pas les batailles, Jane. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous sommes. Peut-être n'avons-nous pas le choix cette fois-ci. Les mots avaient un goût amer dans sa bouche, comme si elle admettait la défaite avant que la bataille ne soit vraiment perdue. Mais c'était différent, c'était le début de la fin. Evan est arrivé 1 heure plus tard, avec Yves et les enfants, convoqués par un message laconique sur la radio familiale. Otto est arrivé dans son vieux camion, le moteur cliquetant et crachant de la fumée malgré tous ses efforts pour le faire fonctionner. Shane suivait derrière sur un VTT, le visage interrogatif et inquiet. La famille se réunit dans la maison principale comme elle le fait depuis des décennies, chaque fois qu'il faut discuter d'un sujet important. Naissance, décès, récolte, désastre, auxquels les Kilcher ont dû faire face ensemble. Jane a tout mis à plat. La perte, les dettes, les batailles juridiques, l'impossible calcul pour faire fonctionner la propriété familiale face à la marée montante des dépenses modernes. Elle leur a montré les relevés bancaires, les documents juridiques et les coupes prévues. Elle n'a pas édulcoré les choses et n'a pas essayé de minimiser la gravité de la situation. Il s'agissait de personnes qui connaissaient que les dures vérités, qui comprenaient que la survie impliquait parfois de faire des choix qui vous brisaient le cœur. Le silence qui s'ensuivit fut profond et douloureux. Lorsque la terre exige plus que ce que vous pouvez donner, l'Alaska ne négocie pas. Elle ne se soucie pas de vos projets, de vos rêves ou de votre héritage. Elle est simplement vaste, belle et totalement indifférente aux luttes humaines. Les montagnes ne pleurent pas lorsqu'une famille perd sa terre. L'océan ne s'arrête pas lorsqu'un pêcheur ne peut plus payer son bateau. Les saisons tournent que l'on soit prêt ou non. Otto a été le premier à prendre la parole, sa voix grave était empreinte d'âge et de sagesse du poids d'avoir vécu chaque itération de cette lutte. « Nous avons connu pire, n'est-ce pas ?» demanda Jane. Elle n'avait pas l'intention de lancer un défi, mais c'est ainsi qu'elle le fit de façon tranchante et conflictuelle. Les yeux du vieil homme, toujours vifs et clairs, malgré les années, la fixèrent avec une intensité qui lui donna envie de détourner le regard. Mon père est arrivé ici sans rien à construire cet endroit, à partir de rien pendant la dépression, alors que le monde entier s'effondrait, a élevé 8 enfants dans une cabane d'une pièce sans électricité, sans eau courante, sans filet de sécurité. Nous avons survécu à des incendies, à des inondations, à des accidents qui auraient dû nous coûter la vie. Nous nous en sortirons aussi, mais seulement si nous sommes honnêtes sur ce que cela va coûter. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Evan, la voix serrée par l'inquiétude. Il venait de tout investir dans l'amélioration de sa propre section de la ferme, il avait des enfants à penser, un avenir à planifier. Otto a regardé ses enfants, ses petits-enfants, l'héritage qu'il avait passé toute sa vie à construire et à protéger. Je veux dire que nous devrons peut-être procéder à des changements, de vrais changements, ceux que nous avons évités, parce que nous sommes têtus et que nous aimons les choses telles qu'elles ont toujours été. Ceux qui remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur ce que cela signifie d'être une culture. Quel genre de changement demanda Shane. Le vieil homme prit une profonde inspiration et Jane put voir que cela lui coûtait quelque chose, qu'admettre la possibilité d'un changement ressemblait à une trahison envers tout ce que son père avait construit. Vendre des terres, réduire le style de vie qui nous définit, prendre des partenaires ou des investisseurs, peut-être même abandonner une partie de la propriété elle-même. Pour une famille dont l'identité entière s'est construite sur le fait de rester, de refuser d'être poussé vers la sortie par les difficultés, la modernité ou les innombrables forces qui ont poussé d'autres homesteaders à abandonner et à retourner à la civilisation. La possibilité de partir, même partiellement, a été ressentie comme la plus profonde des trahisons. Eve, toujours pragmatique, a pris la parole. « Nous avons besoin de voir toutes les options possibles. Que pouvons-nous faire sans vendre de terre ?» Jane a sorti le carnet où elle faisait des calculs depuis des semaines. Nous pourrions vendre les droits d'exploitation forestière sur les terres de l'Est. Une exploitation sélective, pas une coupe à blanc. Cela pourrait rapporter entre 250 000 et 600 000 $.
Nous pourrions louer l'accès à la chasse pour les 5 prochaines saisons, ce qui représenterait un montant total de 30 000 $. Nous pourrions contracter un prêt en utilisant la propriété principale comme garantie. Combien devrions-nous emprunter ? Demanda Hatsley. Au moins 200 000 $, peut-être plus, en fonction de l'évolution de l'affaire. Le chiffre est suspendu dans l'air comme une lame de guillotine. 200 000 $, c'est plus d'argent que ce que la plupart d'entre eux gagneraient en 5 ans de dur labeur. L'idée de s'endetter à ce point de mettre en péril l'essentiel de la propriété familiale est terrifiante. Dans les jours qui ont suivi la réunion de famille, Jane s'est retrouvée à parcourir la propriété avec une conscience différente. Chaque acre, chaque arbre, chaque ruisseau et chaque prairie représentaient non seulement la beauté ou l'utilité, mais aussi la valeur. Une valeur financière froide et dure qui pouvait être liquidée, vendue, convertie en la monnaie dont ils avaient désespérément besoin pour continuer à se battre. Elle passa devant le jardin où elle avait passé d'innombrables étés à enseigner à ses enfants les principes d'un mode de vie durable, la satisfaction de cultiver sa propre nourriture et l'importance de travailler avec les cycles naturels. Elle passa devant la grange où ils élevaient le bétail qui leur fournissait de la viande, du lait et du cuir. Elle passa devant l'atelier où Hatsley et Yvonne construisaient et réparaient les outils et l'équipement qui leur permettaient de rester indépendants de l'économie de consommation. Hatsley l'a rejointe lors d'une de ses promenades, sa présence étant une solidarité silencieuse. Ils n'ont pas parlé au début, se contentant d'avancer ensemble sur la terre, pour laquelle ils ont sué et saigné la terre qu'ils ont défendue contre les intempéries et la faune et l'empiètement du développement moderne. Finalement, près de la limite orientale, où le bois mature se dresse haut et précieux, il a rompu le silence. J'ai réfléchi à ce qu'Otto a dit à propos des changements. Jane a hoché la tête attendant qu'il continue. Il y a des terres ici à la limite est. Le bois est mûr âgé de 80 à 100 ans. Nous pourrions procéder à une récolte sélective et gagner de l'argent sans détruire l'écosystème forestier. Prenez un arbre sur 5, laissez les autres continuer à pousser. Combien cela rapporterait-il ? J'ai parlé à une entreprise de foresterie durable d'Anchorage. Elle a estimé que cela rapporterait entre 60 et 80 000 en fonction des prix du marché et de la quantité que nous sommes prêts à couper en affrontant la perte et les choix qui s'ensuivent. Le propre de la perte est qu'elle oblige à la clarté. Elle fait disparaître les illusions confortables et vous laisse face à la stricte vérité de votre situation. Pour Jane, cette vérité était brutale et inéluctable. La ferme telle qu'il l'avait connue, telle qu'il s'était battu pour la préserver pendant des décennies, risquait de ne pas survivre sous sa forme actuelle. La perte qui avait déclenché cette crise n'était pas seulement financière, même si c'était la préoccupation la plus immédiate et la plus pressante. C'était la mort d'un membre de la famille qui avait été un partenaire silencieux dans le succès de la ferme, quelqu'un dont les contributions à la fois financières et autres avaient aidé à combler le fossé entre les anciennes façons de faire et les nouvelles réalités. La mort avait été soudaine et inattendue, une crise cardiaque survenue lors d'une visite à des parents dans le bas 48, selon les médecins. Rapide, relativement indolore, terminée en quelques minutes. Mais les suites ont été tout sauf indolores. Le testament était simple, mais ses implications étaient dévastatrices. Le défunt possédait une partie des terres de la propriété grâce à un accord d'héritage complexe remontant à la répartition initiale des biens entre les enfants de Julekilcher. Cette part, qui représentait d'environ 200 d'acres sur les 600 d'acres de la propriété, passait maintenant à des héritiers qui n'avaient aucun lien avec l'Alaska. Aucun intérêt pour le style de vie, mais tout intérêt à convertir leur héritage inattendu en argent le plus rapidement possible. Les avocats ont exposé la situation en termes crus et sans émotion lors d'une réunion à Homer. La famille avait 6 mois pour trouver le prix d'achat ou perdre près de 200 acres de son homestead, de 600 acres, 200 acres, qui comprenait un accès critique à l'eau, des lieux de pêche de premier ordre sur un bras de mer protégé et certains des meilleurs territoires de chasse de la propriété. Jeanne était assise dans le bureau de l'avocat, un espace exigu au-dessus d'un magasin de fournitures de pêche qui sentait le café et les documents juridiques et sentait le poids des générations peser sur ses épaules. Il ne s'agissait pas seulement d'elle et d'Hatsley et de leurs projets immédiats. Il s'agissait du travail de toute une vie d'Otto, des petits-enfants qui apprenaient à vivre de la terre et à perpétuer des traditions qui remontaient à la fondation de la ferme des arrière-petits-enfants qui ne connaîtraient peut-être jamais cette vie
si elle disparaissait sous la pression des réalités économiques modernes. « Quelles sont nos options réalistes ?» demanda-t-elle la voix posée malgré l'agitation dans sa poitrine. L'avocate, une femme aimable nommée Sarah, qui connaissait la famille depuis des années et s'occupait de diverses affaires juridiques pour eux, la regarda avec une sympathie sincère. « Vous pouvez essayer d'obtenir un prêt en utilisant le reste du terrain comme garantie, mais les banques sont notoirement réticentes à prêter sur des propriétés familiales en Alaska. Les problèmes d'accès et la volatilité du marché rendent l'opération risquée de leur point de vue. Vous pouvez vendre des parties de la propriété familiale pour obtenir des fonds, mais il sera difficile de trouver des acheteurs qui paieront la juste valeur marchande et qui concluront assez rapidement pour respecter votre délai. Vous pouvez essayer de négocier avec les héritiers pour obtenir plus de temps ou un prix réduit, mais je n'y compterai pas s'ils ont déjà indiqué par l'intermédiaire de leur avocat qu'ils veulent une transaction rapide et nette à la valeur marchande totale. » Ou quoi? L'expression de Sarah était douce mais ferme. « Ou vous pouvez laisser tomber, accepter que ce chapitre se referme et réfléchir à la suite. » Le trajet de retour vers la propriété familiale fut long et silencieux. Jane garda les vitres baissées malgré l'air froid de l'automne, ayant besoin de la morsure du vent pour rester concentrée pour empêcher son esprit de sombrer dans le désespoir. La route côtière serpentait à travers des forêts d'épicéas et de pruches, passant devant des vues de la baie de Kachemak, où l'eau reflétait le ciel gris comme de l'acier poli. Lorsqu'elle s'est arrêtée devant la maison, le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant les nuages dans des nuances d'orange et de violet, qui auraient été magnifiques dans d'autres circonstances. Elle avait pris une décision pendant ce trajet, une décision qui n'était pas facile à prendre, une décision qui ne lui convenait pas tout à fait, mais une décision quand même. Ils allaient se battre, mais ils allaient se battre intelligemment. Ils feraient les sacrifices nécessaires pour préserver le cœur de ce qui compte, même si cela signifiait abandonner des morceaux qu'ils avaient espéré garder pour toujours. Elle a convoqué une autre réunion de famille pour ce soir-là. Cette fois-ci, elle n'a rien caché. Elle leur a montré les chiffres dans leurs moindres détails, les documents juridiques avec leurs tampons officiels et leur langage menaçant le calendrier impossible qui leur donnait moins de 6 mois pour collecter plus d'argent qu'ils n'en avaient vu en 10 ans. Elle a regardé la réalité s'installer en eux, le visage usé d'Otto se durcissant dans la détermination, celui d'Even s'illuminant de colère, face à l'injustice de tout cela, celui de Shane, pâlissant sous le choc et l'inquiétude. « Alors que faisons-nous » demande Eve à voix basse, la main posée sur son ventre de femme enceinte, rappelant que les décisions qu'elles prendront affecteront les générations à naître. Jane prend d'une profonde inspiration, se stabilisant pour la suite. « Nous nous battons, mais nous nous battons intelligemment. Nous ne laissons pas l'orgueil ou l'entêtement nous aveugler sur la réalité. Nous faisons des choix difficiles maintenant pour préserver ce que nous pouvons pour l'avenir. » Elle a exposé le plan qu'elle avait formulé, vendre les droits de coupe sur la partie orientale par une récolte sélective qui minimiserait l'impact sur l'environnement, louer l'accès à la chasse à des entreprises soigneusement sélectionnées pour les 5 prochaines saisons, générant ainsi un revenu régulier tout en maintenant les normes de conservation, contracter le prêt le plus important possible en utilisant la propriété principale comme garantie, liquider tous les actifs non essentiels, les vieux équipements, les véhicules dont ils n'avaient pas absolument besoin, tout ce qui pouvait être converti en argent liquide. « Et si cela ne suffit pas ?» demanda Hatsley d'une voix calme, mais insistante. C'était la partie qu'elle redoutait, la suggestion qui ressemblait à un aveu de défaite. « Alors nous vendons des terres. Nous trouvons des groupes de protection de la nature, des associations foncières, des personnes qui partagent nos valeurs et qui préserveront le caractère sauvage de cet endroit. Et nous vendons juste assez pour couvrir le rachat et garder le cœur de la propriété, les bâtiments, la superficie principale, l'infrastructure essentielle, intacte et entre les mains de la famille. » Le silence qui a suivi était lourd de chagrin et de compréhension. Ils savaient tous ce qu'elle demandait, ce qu'elle leur proposait d'abandonner la terre qu'Ewell Kilcher avait défrichée de ses propres mains. Un territoire où ils avaient chassé, pêché et cueilli de la nourriture depuis 3 générations, des terres qui renfermaient des souvenirs et une signification au-delà de toute valeur monétaire. Otto parla en dernier, sa voix lourde mais résolue, portant l'autorité de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour comprendre la différence entre l'orgueil et la sagesse. « Mon père est venu sur cette terre avec rien d'autre que de la détermination et le rêve de vivre libre des contraintes de la société conventionnelle. Il a construit quelque chose qui lui a survécu,
qui a donné à ses enfants et petits-enfants une base sur laquelle construire leur propre vie. C'était la bénédiction dont ils avaient besoin, la permission du patriarche de faire ce que la survie exigeait, même si cela leur brisait le cœur. Un avenir réécrit par le chagrin et la résilience. Les mois suivants ont été un mélange d'activités et d'émotions de travail acharnées et de décisions difficiles. Jane s'est lancée dans la logistique avec la même intensité que celle qu'elle avait réservée à la préparation de l'hiver, car d'une certaine manière, c'est exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Se préparer à un autre type de survie qui exige de laisser tomber le passé pour assurer l'avenir. La vente de bois s'est déroulée en premier avec une précision douloureuse. Regardez les grumiers emporter des arbres qui étaient restés debout pendant plus de 100 ans, des arbres qui avaient été témoins de toute l'histoire de la propriété des Kilcher, a été l'une des choses les plus difficiles que Jane ait jamais faites. Mais l'argent était réel et on en avait désespérément besoin, 67 000 $ qui ont immédiatement servi à rembourser les dettes les plus urgentes et à leur donner une marge de manœuvre avec les avocats. Les baux de chasse ont suivi négocier avec des sociétés qui acceptaient des pratiques de conservation strictes, un accès limité et le respect de la terre. Au début, cela ressemblait à un compromis sur les principes permettant à des étrangers d'entrer sur la propriété familiale pour en tirer un profit. Mais le revenu était régulier et fiable et les contrats comprenaient des clauses qui protégeaient les populations d'animaux sauvages et empêchaient la surutilisation. Pourtant, même avec l'argent du bois, les revenus de la location et le prêt, ce n'était pas tout à fait suffisant. Il leur manquait environ 80 000 $, un écart qui semblait insurmontable, jusqu'à ce que Sarah l'avocate appelle pour annoncer qu'un groupe de protection de la nature était intéressé par l'achat d'une partie du territoire contesté. Le jour où ils ont signé les papiers réunis autour de la table de conférence de Sarah, avec vue sur la baie de Cochemek à travers les fenêtres, Jane s'est sentie à la fois soulagée et vidée de sa substance. Ils ont sauvé la propriété, préservé l'essentiel de ce qui comptait veiller à ce que les générations futures puissent continuer à vivre cette vie. Mais le coût était réel, les terres perdues, douloureusement, les dettes contractées, les compromis faits, ce qui aurait été impensable un an plus tôt. À travers tout cela, quelque chose d'inattendu s'est produit. La crise a forcé la famille à être honnêtes les uns envers les autres, d'une manière qu'ils avaient évitée auparavant. Les problèmes d'argent, les problèmes de santé, les craintes concernant l'avenir, les ressentiments et les déceptions qui avaient été enfouis dans le quotidien de la survie, tout cela a été révélé au grand jour. Et dans cette ouverture, dans cette vulnérabilité, ils ont trouvé une nouvelle forme de force. La relation entre Jane et Hatsley s'est approfondie et transformée. Les secrets et le silence qui avaient créé une distance entre elles, qui l'avaient fait se sentir isolée et accablée, ont disparu dans la chaleur de la lutte commune. Elles ont appris à communiquer plus directement, à partager les charges plus équitablement, à prendre des décisions en tant que véritables partenaires, plutôt qu'en tant qu'individus portant des fardeaux séparés. Ils se sont souvenus de la raison pour laquelle ils avaient choisi cette vie ensemble au départ, pourquoi ils s'étaient engagés dans quelque chose de si difficile et incertain, alors que des chemins plus faciles étaient toujours disponibles. Les enfants ont appris de dures leçons sur la résilience et l'adaptation, sur la différence entre l'entêtement et la force. Ils ont vu leurs parents et grands-parents faire des choix impossibles avec grâce et dignité. Ils ont appris que s'accrocher à quelque chose signifie parfois en abandonner certaines parties, que l'héritage ne consiste pas seulement à préserver le passé inchangé, mais aussi à avoir le courage d'évoluer et de s'adapter pour que le noyau essentiel puisse survivre à l'avenir. Lorsque le printemps est arrivé, apportant avec lui l'explosion annuelle de la vie du renouveau et de la croissance, la propriété des Kilcher ressemblait à peu près à ce qu'elle avait toujours été aux yeux des observateurs occasionnels. Mais sous la surface, tout avait changé de manière profonde et permanente. Jane se tenait sous le porche un soir de début mai, regardant le soleil se coucher sur la baie de Cochemek, peignant les montagnes dans des nuances d'or, de rose et de violet qui lui donnaient mal à la poitrine de beauté et de gratitude. Hatsley la rejoignit, glissant un bras autour de sa taille, dans un geste qui était devenu confortable et familier au fil de leurs années de vie commune. « Nous avons réussi » dit-il simplement, sa voix exprimant la satisfaction et le soulagement, et peut-être un soupçon de surprise. « Nous avons réussi » approuva-t-elle en se penchant vers sa chaleur. « Mais c'est différent maintenant, nous sommes différents. » Est-ce mauvais ? Elle y réfléchit un long moment, regardant la lumière changer sur l'eau, sentant la brise fraîche du soir sur son visage. « Nous ne sommes pas la même famille qu'il y a un an.
Nous sommes plus petits, à certains égards, plus vulnérables. Nous avons des dettes qui pèsent sur nous et des terres que nous ne pourrons jamais récupérer. Mais nous sommes aussi plus forts. Nous avons prouvé que nous pouvions nous adapter, que nous pouvions faire des choix impossibles lorsqu'il le fallait. Nous avons prouvé que le homestead ne se résume pas à des hectares et à des frontières. Il s'agit de personnes de valeur et de la volonté de se battre pour ce qui compte. Vous pensez que les enfants comprennent cela? Je pense qu'ils le comprennent mieux que nous ne le faisions à leur âge. Ils grandissent en sachant que rien n'est garanti, que l'on se bat pour ce qui compte, que l'on pleure, ce que l'on perd et que l'on continue malgré tout. C'est une leçon plus difficile mais plus honnête. La ferme survivrait, la famille survivrait. Les valeurs qui les avaient soutenues pendant 80 ans d'épreuves et de triomphes continueraient à les guider dans les défis à venir. Et cela plus que n'importe quelle quantité de terre d'argent ou de sécurité était l'héritage pour lequel il valait la peine de se battre. Alors que l'obscurité s'installait sur la baie et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel clair. Jane ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, de l'espoir. Non pas l'espoir naïf de croire que tout serait facile, mais l'espoir durement gagné qui vient de la survie à quelque chose que vous n'étiez pas sûr de pouvoir survivre et de la découverte que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. L'histoire des Kilcher continue de se dérouler façonnée par la perte et renforcée par la résilience. Leur voyage nous rappelle que la survie ne consiste pas à éviter le changement, mais à s'y adapter. Si leur histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la force vient en affrontant l'impossible. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres histoires de la dernière frontière, où chaque jour est un témoignage du refus de l'esprit humain d'abandonner. Que sacrifieriez-vous pour protéger votre héritage